Bonjour à tous. Du coup, pour cette quatrième conférence, nous allons laisser place à Monsieur Nampon qui va nous présenter l'association du mobile et de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on les posera à la fin. Et pour ceux qui sont sur Teams, à la fin, je vous inviterai à lever la main pour pouvoir poser vos questions. Merci Lisa. Donc pour introduire un peu cette journée, c'est vrai que j'arrive en plein milieu. C'est donc, je rappelle, des étudiants de cinquième année qui finissent leur Master 2 à l'école, qui présentent aujourd'hui des conférences. Ils ont eu 3 jours et demi pour travailler sur ça. Et ben le deal que j'ai avec eux, c'est comme ils en font, moi j'en fais une aussi. Et voilà, c'est la troisième année où je me prête aussi à l'exercice, qui est un exercice qui est plutôt agréable. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est tourné vers la santé et qui a bien regardé un peu le futur. Et je me suis posé une question finalement sur un objet qui est quasiment maintenant, qui fait partie de notre quotidien. C'est, là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, qui est notre smartphone, notre mobile. Et qu'aujourd'hui, eh bien, l'augmentation des intelligences artificielles et la généralisation de ces IA, eh bien, que tout ça euh, permettra peut-être déjà, c'est ce que j'essaie de vous montrer, d'offrir un service santé. Alors, est-ce qu'on va être au début vraiment au cœur du patient, du parcours du patient, ou juste quelque chose qui est très en surface? C'est ce que je me suis vraiment posé comme question et je vais vous présenter un peu dans mes réflexions que j'ai eues sur ça. Alors, si on prend l'origine de tout ça, finalement, ça a commencé en 2007. Vraiment l'histoire de ces smartphones, quand il y a un petit employé d'une petite entreprise Mac, Apple, qui a présenté donc lors de la conférence, la convention plutôt en 2007, eh bien, ce concept de smartphone, on ne pensait pas, je pense à l'époque, que ça allait vraiment bouleverser nos habitudes de vie. Alors quand on dit bouleverser nos habitudes de vie, je vais vous donner quelques chiffres tout de même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, en janvier 2020, on considère qu'il y a 5,19 milliards d'utilisateurs, ce qui représente 2 tiers de la population totale mondiale. Quand on regarde à peu près le temps que passent les gens, en général, pour utiliser Internet, alors Internet pour n'importe quoi, ça peut être consulter Internet, ou ça peut être aussi des applications, des vidéos, du jeu, plein de choses, on considère en moyenne 3h22 par jour. C'est-à-dire que si vous dormez à peu près 6-7 heures par jour, donc il vous reste à peu près 14 heures d'éveil, votre téléphone portable vous utilisez 3h22 par jour. Alors ça c'est mondial, en France, est-ce qu'on est des bons élèves ou pas finalement, oui et non, on est en dessous de la moyenne, mais c'est quasiment 2 heures par jour d'utilisation en moyenne, donc c'est-à-dire que les gens qui ont plus, moins, je ne vais pas faire une segmentation en fonction des âges, mais ça montre aujourd'hui que voilà, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Alors quand on dit que ça fait partie de notre vie, on dort, on mange avec. Voilà, cette photo le montre bien. On a tous, quand on a le repas, alors avant on allait au restaurant, on y retournera un jour, mais on posait toujours notre téléphone, on était toujours connecté avec ce smartphone. Bien entendu, on dort avec. C'est même notre réveil matin pour beaucoup. Beaucoup parlent même de cette notion de e-doudou. Il plus avoir de nounours maintenant comme doudou, mais vraiment d'avoir ce téléphone portable et qu'on est rassuré avec ce téléphone portable avec nous. On marche avec, c'est-à-dire que, alors ça c'est vraiment même des problèmes aujourd'hui beaucoup de policiers qui doivent faire attention des fois à des gens qui sont déconcentrés avec leur téléphone portable. Imaginez la pauvre personne qui a une vieille Twingo avec des problèmes de frein qui risque d'écraser des gens parce qu'ils ne sont pas assez attentifs sur leur téléphone. Ça peut rendre les choses compliquées. Donc voilà, on mange avec, on dort avec, on marche avec, on enregistre notre vie avec. Même des fois, on préfère enregistrer, regarder un événement sur notre écran en étant sûr que l'enregistrement est bon, au lieu de vivre le moment au moment présent, vivre l'expérience à 100%. On préfère le vivre des fois à travers un écran de smartphone, plutôt de notre smartphone. Et bien entendu, de temps en temps, il nous sert aussi à communiquer, à appeler. Mais finalement, je ne suis pas sûr que vous utilisez votre smartphone vraiment pour appeler aujourd'hui. Alors, bien sûr, tout autour de ça, c'est créer un univers, des applications.
Aujourd'hui, alors j'ai mis bien sûr des logos sûrement d'applications que vous avez sûrement sur vos smartphones, qui vous servent à communiquer, à voir des vidéos, à voir des films, à recevoir des mails, à stocker des données, écrire des choses, on peut être créatif. Et il y a aussi des applications de la santé aujourd'hui. Je pense qu'en France, les derniers chiffres, c'est 100 000 applications pour la santé. Finalement, aujourd'hui, si on se pose la question, le secteur santé, à quoi peut servir finalement un smartphone? Alors, à plein de choses. Alors, un petit modèle simplifié pour introduire un peu les enjeux de tout ça. Bien entendu, le smartphone est un excellent outil pour communiquer pour la santé. Je prends l'exemple de l'application Stop Covid. Eh bien, cette application, bien sûr, permet je donne quelques exemples, d'informer. Vous pouvez trouver des statistiques, vous informer sur l'épidémie, mais aussi, bien sûr, faire de la prévention. Et donc, on est sur un outil qui est finalement très utilisé pour des entreprises ou des organismes publics pour communiquer, faire de la prévention auprès du grand public. Autre intérêt aussi, c'est l'échange. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'applications qui permettent de créer des communautés. Et donc, bien entendu, en créant ces communautés, eh bien, vous allez avoir des systèmes d'échange d'informations qui vont permettre la formation et la prévention, mais aussi l'accompagnement. Parce que quand vous rentrez dans un modèle d'échange, eh bien, vous pouvez adapter et suivre certaines personnes. Très intéressant, vous vous doutez bien, pour les professionnels de santé. Dernier point important que finalement peut faire aussi un smartphone, c'est vous mesurer. Et c'est là que je vais essayer là que je vais cibler surtout un peu j'ai ciblé mes recherches finalement. C'est finalement comment le smartphone peut être un outil hyper important pour mesurer. Mais pourquoi mesurer? Pour suivre. Aujourd'hui, je reprends l'application Stop Covid, on vous mesure avec vos connexions Bluetooth, avec votre GPS, de savoir où vous êtes prêt ou pas, vous avez un risque d'être mis en personne, finalement d'être contact, mais surtout aussi mesurer, je me suis posé la question, peut-on réellement diagnostiquer avec un smartphone? Peut-on diagnostiquer? Et finalement, on arrive sur un système qui va être... tout va être lié. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez mesurer, communiquer et échanger. Et bien entendu, vous allez récupérer un nombre de données. Beaucoup de données. Et toutes ces données-là, eh bien, elles ont besoin d'être digérées, d'être emmagasinées, d'être comprises. Et à un moment, bien sûr, l'homme a ses limites en termes d'analyse de données et qu'aujourd'hui, et bien sûr, on est sur le numérique, toutes ces données-là, eh bien, sont manipulées et transformées, analysées, et on essaie de trouver des réponses avec ça, grâce notamment aux intelligences artificielles, et aussi derrière aux technologies qu'on appelle le deep learning, qui permettent justement à ces IA d'apprendre de plus en plus vite, grâce à ce qu'on appelle des supercalculateurs, des ordinateurs ultra puissants. Donc il y a des algorithmes, et puis derrière, des outils de deep learning qui permettent finalement d'analyser tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis surtout concentré sur le mesurer. Diagnostic, c'était un petit peu mon dada pendant plusieurs années. Et je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information et comment le lier finalement à quelque chose, un quatrième point qui est important. Parce que finalement, bien sûr, vous allez pouvoir mesurer avec la communication et les échanges que vous faites, mais qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme mesure? Et finalement, toutes ces informations-là, à un moment, est-ce qu'on peut soigner? Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un en mesurant avec un smartphone? Et donc, beaucoup d'informations. Alors j'ai essayé de catégoriser un peu les choses, mais je vais vous donner un exemple qui permet de voir à peu près déjà comment on peut communiquer, soigner, échanger, mesurer de manière très simple. Je prends un exemple d'une boîte, d'une start-up qui est une application Running Care, qui est une application qui est par la société Prémédite, qui est d'ailleurs maintenant qui doit avoir un peu plus de 4-5 ans, qui était incubée à Aura Santé à Lille, qui est une application santé dédiée aux runners, conçue à 100% par des médecins du sport. L'image que je vous présente là, elle est vraiment tirée de leur site internet. Et donc, finalement, eh bien, on a une application ici qui permet aux personnes d'identifier, de faire de l'auto-diagnostic. Et ce qui est intéressant, c'est si je vous mets un peu les promesses qui sont sur leur site internet, vous verrez qu'on va retrouver un peu mesurer, échanger, communiquer, soigner. Vous voyez, identifiez vos blessures. Localisez vos douleurs sur la carte du corps, patati, pour obtenir votre auto-diagnostic. On est dans le mesurer, on est dans le diagnostic.
Posez vos questions à un expert en moins de 48 heures. C'est-à-dire là, on est dans un échange. C'est-à-dire qu'en moins de 48 heures, eh bien, vous allez pouvoir créer des échanges avec des professionnels de santé. 48, en moins de 48 heures, enfin je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un rendez-vous avec un médecin sportif pour faire du coaching et de l'accompagnement de vos blessures, c'est pas 48 heures, c'est pas mal. Suivez nos conseils, running et santé, on est dans la communication, on donne des informations qui permettent d'alimenter, d'éduquer nos patients, et surtout choisissez un programme de soins, un programme d'auto-rééducation adaptée. Finalement là on est sur le soigner, on vous donne en fait des outils pour soigner. Donc c'est un excellent exemple qui montre bien qu'aujourd'hui, voilà à peu près les grands axes aujourd'hui où vont chercher le secteur de la santé les attributs des smartphones. Alors un autre exemple, là on est sur un exemple, je dirais, poussé, running care, avec vraiment des médecins du sport, avec des kinés, ils ont vraiment un gros travail en termes de lien avec le médical, mais c'est pas le cas, je vous parlais de 100 000 applications en santé. C'est tout ce que je me suis posé comme question aujourd'hui. Finalement, toutes ces applications santé sont-elles toutes aussi bien reconnues et acceptées par le monde médical? Foodvisor. Foodvisor, c'est une application, elle est géniale. Alors, vous pouvez la télécharger, je ne sais pas si y en a qui la connaissent. Foodvisor, c'est quoi? Eh bien, c'est une application, vous prenez votre smartphone, hop, photo, pas besoin de capteur, pas besoin de plein de choses qu'on verra peut-être après. Vous prenez une photo de votre repas. Alors bien sûr là j'ai pris un exemple de repas. Alors c'est pas mon repas, c'est tiré d'articles, de documents qui parlent de Foodvisor. Et donc vous voyez que eh bien, cet outil-là va permettre eh bien, comment dire, de mesurer finalement la qualité de votre repas. Finalement Foodvisor c'est quoi? C'est une application qui permet d'avoir un nutritionniste dans votre poche. Et qui va vous coacher sur votre alimentation et 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si l'outil est vraiment aussi extraordinaire que ça, à quoi sert un nutritionniste? À quoi sert un conseil d'un professionnel de santé de rencontrer avec lui alors que vous prenez en photo votre repas, vous allez faire, ils ont des données que vous pouvez collecter et puis à la fin ils vont faire même des conseils nutritionnels par rapport, vous pouvez entrer votre poids, votre taille, etc. Des données qui vont permettre aux algorithmes de derrière faire ses propres calculs. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, il y a eu des réactions de certains médecins diabétologues spécialistes des maladies métaboliques qui ont justement creusé ça. C'est hyper intéressant, tiens, un outil qui permet peut-être d'aider nos patients atteints de diabète à gérer leur régime. Alors ça, c'est une publication de 2020, vous voyez, c'est très récent, et vous allez voir que je vais en parler un peu plus. C'est vraiment un diagnostic, un peu vraiment du ressenti des professionnels de santé face à ce genre d'application qui a l'air absolument génial. Ils sont pas super ravis. Ils sont pas super ravis et ils disent vraiment finalement, moi si on a des patients qui sont insulino-dépendants, atteints de diabète, eh bien finalement il y a beaucoup trop d'erreurs. Ils ont été chercher au fond du système, ils ont vraiment testé sur des cas particuliers, ils se sont dit on n'est pas terrible et il faudrait vraiment qu'ils améliorent leur deep learning et leurs algorithmes. Alors bien sûr, chaque entreprise a, je dirais, l'IA et le deep learning qu'elles ont comme moyen de se payer. C'est très cher, c'est beaucoup de données, etc. Et finalement, leur première réaction à ça, c'est de dire, on n'en est pas encore là aujourd'hui pour en faire un outil vraiment pour gérer et soigner des diabétiques. Alors je dirais, on est là dans l'application santé que j'aime à dire loisir. Mais on n'est pas dans le soigner. On est peut-être un peu dans la prévention, peut-être un peu dans la communication avec les échanges, puisque là finalement on échange ces données de repas, mais on n'est pas dans le soigner, on n'est pas dans le mesurer encore pour soigner. Ce qui est intéressant encore avec cette histoire-là, c'est qu'on peut aller un peu plus loin dans la réaction de ces diabétologues et spécialistes des maladies métaboliques. Finalement, ils donnent même leur avis finalement sur toutes ces applications de manière générale. Toutes ces applications de manière générale, ils en parlent comme témoignage avec les patients qui nous ont dit, voilà comment nous on pourrait réagir. Je donne un exemple là avec alors des phrases, c'est vraiment du copier-coller de l'article qui est paru en 2020. Tu as vu cette nouvelle application sur le sommeil, toi qui es de la partie convention. Ça, c'est un patient qui en parle à son médecin. Les médecins naturellement vont dire mais une application sur le sommeil ne remplacera jamais une polysomnographie.
quoi? Bah oui, c'est ce qui permet de mesurer le sommeil, etc. D'autres exemples, hein, comme ça, l'activité physique, vous avez vu sur Kato, etc., cette application-là, non, mon Daniel, j'ai eu besoin d'applications pour être actif, pour marcher, pour courir. Ma fille utilise un outil de contraception, une application pour suivre son cycle menstruel. C'est fiable, docteur? Une application de suivi des cycles menstruels ne remplace pas une contraception efficace. Ça, cette partie-là dans l'article, moi, me fait beaucoup réagir parce que je vois là une résistance très forte aujourd'hui du monde médical encore sur toutes ces applications qui sont extrêmement importantes et très mises en avant sur les stores en termes de communication, marketing, etc. Et si on va un peu plus loin, il y a eu des études qui ont été voir ça. On prend l'exemple de la dépression postpartum. Alors, la dépression postpartum, hein, c'est 350 millions par an officiels de personnes qui sont atteintes par ça. Donc, c'est finalement la dépression après la naissance d'un enfant. Et donc, il y a une étude qui est parue, pareil, très récemment, il y a moins de 6 mois, en 2020, qui a essayé de regarder finalement, si on regarde ces applications en termes qui proposent d'accompagner les personnes, les papas ou les mamans atteints de postpartum, de dépression postpartum, eh bien, ils ont tapé ça sur le shop Android, il y a eu 246 applications. Alors, on est sur le store chinois. Je n'ai pas eu d'études, je n'ai pas trouvé d'études sur le store français, malheureusement. Mais ça, vous allez voir, ça donne déjà un indice assez fort sur finalement aujourd'hui quel est l'état aujourd'hui des applications du monde de la santé. Zéro respecte honorablement les Clinical Practice Based Guidelines. C'est-à-dire finalement, sur ces 246 applications, eh bien, aucune ne respecte les pratiques cliniques qui sont un peu usuelles par les professionnels de la santé. Leur conclusion est même encore plus forte. J'ai gardé le texte en anglais. Pareil, hein, c'est du copier-coller de leur conclusion. New apps need to be developed, c'est-à-dire qu'il faut vraiment développer de nouvelles applications. C'est-à-dire que celles d'aujourd'hui ne sont pas finalement pour ces professionnels de santé qui ont analysé scientifiquement, etc. Ça vaut pas le coup. Et même celles qui sont aujourd'hui sur le marché, même les meilleures, qui ont fait des notes, qui sont classées, etc. Même les meilleures, eh bien, ont besoin d'être révisées. Ça pose une question, parce que finalement, l'ouverture du marché au smartphone et l'ouverture aux services de santé loisirs, ces applications-là qui ne sont pas encadrées vraiment par des autorisations de mise sur le marché très drastiques pour des dispositifs médicaux ou des médicaments, finalement se retrouvent très facilement sur vos stores et ça pose question. Heureusement, c'est pas un peu d'ironie dans ce que je veux dire, l'autre autorité de santé en France est là. Alors, ils ont sorti un référentiel en novembre 2016. Vous voyez, c'était déjà des réflexions qu'il y a 5 ans sur à peu près, comme ils disent, 101 bonnes pratiques. On n'est pas sur des réglementations de dire on vous interdit ou pas qu'une application soit autorisée à mettre sur un store. On est sur des bonnes pratiques. 101, quand même. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous souhaitez développer une application et vous voulez rentrer dans les normes de l'HAS, c'est quand même 101 bonnes pratiques dans 5 domaines. Donc, bien sûr, tout ce qui est information utilisateur, qui est le contenu qu'on met, le contenu santé, sécurité, contenu technique, utilisation, usage. Et que finalement, ce référentiel, comme ils le disent, c'est des copier-coller du site internet où vous trouvez ces informations-là, ces bonnes pratiques visent à guider, à promouvoir l'usage et à renforcer la confiance dans les applications et les objets connectés. Super. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que l'HS, alors je ne l'ai pas mis là, mais il y a une petite phrase qui était d'ailleurs depuis 2016 écrite, c'est que l'HS complétera prochainement d'ailleurs le travail avec des documents à destination des utilisateurs et professionnels de santé et usagers. C'est-à-dire, en gros, on va donner aussi des outils pour que les utilisateurs et les professionnels de santé sachent comment utiliser ou pas sélectionner les bonnes applications. C'était en 2016, c'était il y a 5 ans. Bon, on attend toujours un peu leur déclaration. Bon, tout ça est pour dire que c'est pas aujourd'hui, c'est pas encore la joie en termes d'application de manière générale. Et finalement, vos téléphones sont connectés quand même. Il y a quand même de plus en plus de téléphones qui sont
qui permettent de mesurer le vivant. Là, j'ai mis l'exemple de tout ce que vous avez comme bracelet connecté qui mesure votre cœur, votre rythme cardiaque, etc., qui sont bien sûr, encore une fois, du santé-loisir, parce que vous avez, eh bien, plus ça pour votre suivi personnel. Mais aujourd'hui, toutes ces applications-là n'ont pas réellement de, de notation dispositif médical ou vraiment objectif à vous soigner. En tout cas, beaucoup le sont pour votre loisir. Et finalement, toutes ces datas, c'est quand même incroyable, c'est toutes ces datas-là qui sont là, eh bien, est-ce qu'il y a aujourd'hui des vraies réflexions de finalité médicale? Alors oui, bien entendu, bien entendu. Et c'est justement le modèle de Qureshi qui a été publié dans Information Science en octobre 2020, hein, donc c'est il n'y a pas longtemps, hein, vous voyez que les réflexions sont très récentes, hein, et il propose des modèles. Le modèle finalement de comment eh bien, tout ça doit être accompagné et créé pour rendre en fait des applications vraiment utilisables et applicables pour le monde de la santé, et sachant que tout ça est noyé dans plein d'applications de santé. Alors vous voyez que le patient est au centre, hein, bien sûr, de tout ça, et que eh bien, vous êtes capable aujourd'hui de mesurer la pression sanguine, le battement du cœur, la température, le taux de glucose, et que bien entendu, toutes ces données-là vont aller sur des serveurs, vous voyez, il parle de serveurs, de cloud, de 5G, etc., et que bien entendu, après, eh bien, vous avez besoin, c'est parti, j'irai tout à droite de ma diapo, de faire du machine learning basé de modèle, c'est-à-dire d'avoir une machine qui régit tout ça et qui fait de la prédiction. Alors la prédiction, elle veut dire ce qu'elle veut dire, hein, c'est une boule de cristal. Et donc finalement, il faut des capteurs. Parce que prendre le cœur, la pression sanguine, la température, glucose, ça demande beaucoup de capteurs. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans la réflexion médicale de dire on fait des mesures qui ont besoin de capteurs en dehors finalement de notre smartphone. Alors, dispositif médical, ça existe. Ça existe. Il existe le système qu'on appelle le pancréas artificiel, qui a été validé l'année dernière, au mois de février 2020. Ça fait 1 an. Où maintenant, eh bien, votre téléphone portable est connecté en fait à un espèce de capteur de glucose en continu et qui transmet en fait eh bien, les informations à votre téléphone, qui transmet les informations au serveur, hein, c'est le modèle qu'on a vu juste avant, et ensuite qui va donner ce qu'il faut à la pompe à insuline. Et donc finalement, vous avez un patient qui n'est plus dépendant de se mesurer régulièrement le glucose et de s'injecter soi-même l'insuline. On crée un système virtuel. Et la société Diabloop, hein, qui est une société d'ailleurs française, est vraiment arrivé là. C'est-à-dire à un moment, ces smartphones mesurés, on va communiquer, on va échanger des informations, et à la fin, on va réussir à traiter le patient. Mais finalement, tout ce que je vous ai présenté là, dans le modèle de Qureshi, eh bien, c'est de se dire, on a besoin de capteurs. Finalement, mon téléphone, là, aujourd'hui, je suis avec, est-ce qu'il y a finalement des potentiels avec ma caméra ou m'écouter, mon micro, est-ce que je peux eh bien, détecter de vraies maladies pour rentrer ensuite dans un processus thérapeutique. Votre caméra et votre micro. Alors, en cherchant, la première chose, une des choses que j'ai vues, c'est que, eh bien, vous avez aujourd'hui des applications qui sont en cours de développement qui permettent, grâce à votre visage, votre caméra, déterminer eh bien, si vous êtes atteint d'une maladie génétique. C'est quelque chose qui fait réfléchir, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'application est santé, si on met ça aujourd'hui dans notre smartphone aujourd'hui, ça veut dire que n'importe qui, la photo de n'importe qui pourrait être analysée dans le futur et on pourrait avoir son dossier santé. Donc, est-ce que ce sont des applications aujourd'hui qu'il faut nécessairement donner au grand public? Ça, j'en suis pas sûr. Imaginez que les enfants au collège qui commencent à se scanner entre eux avec cette application-là, avec déjà aujourd'hui les problèmes d'harcèlement sur les réseaux sociaux, si en plus on donne un outil pour se moquer d'eux parce qu'ils ont une maladie génétique, ça paraît un peu compliqué. Alors, quand je me suis dit, mais est-ce que cette histoire, est-ce que c'est quelque chose de vrai ou pas, j'ai été voir les publications, 60 publications, soixantaine à peu près, depuis 2016, en 5 ans, d'études psychologiques qui ont vraiment
montrait l'avancement de ces technologies-là de reconnaissance faciale et qui permettent d'associer à des maladies génétiques. Et quand on regarde un peu à cette boîte FDNA qui développe l'application Face2Gel, alors vous pouvez la télécharger, faire une demande de participation à cette application si vous le souhaitez. Et bien vous voyez qu'ils sont, d'abord on fait alors des photos, mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tiens, on fait la voix. Alors j'ai été chercher la voix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la voix? C'est-à-dire finalement, les photos qu'on prend avec notre smartphone tous les jours, on peut voir nos maladies génétiques, mais on peut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec la voix? Alors ce qu'on peut faire avec la voix, eh bien, en gros, on pourrait dans le futur, et aujourd'hui c'est une boîte israélienne et aussi américaine qui travaille sur ça, de finalement détecter si vous avez, si vous êtes infecté par la Covid-19. Alors il suffit de compter de 50 à 70, on analyse votre voix, il faut 1 minute, le temps que les ordis moulinent derrière, et puis à partir de là, on va vous dire si vous êtes malade ou pas. Alors on est sur une technique qui est non invasive, vous imaginez le matin parler à votre téléphone et qui vous annonce que peut-être que va voir ton médecin, tu as peut-être la Covid-19. Donc beaucoup de questions sur ça, et aujourd'hui, quand on regarde un peu les études qui regardent la voix et les maladies, et là je prends la page d'accueil d'une société qui fait vraiment la promesse de dire qu'avec votre voix, vous pourrez vous auto-diagnostiquer, vous auto-mesurer, et sur des maladies qui ne sont pas des petites maladies, Parkinson, des infections, de la démence, de la dépression, certaines maladies respiratoires. Pourquoi pas le cancer? Alors pourquoi pas le cancer? Et c'est en cours d'étude de se dire finalement de détecter certains types de cancer par le timbre de votre voix. La question que je pourrais vous poser et que je vous pose finalement, le jour où on aura ces applications-là qui sont capables de nous écouter pendant notre sommeil, notre vie, on marche avec, on dort avec, on mange avec, on va au concert avec, on téléphone avec. Notre voix est tout le temps autour de notre smartphone. Je m'imagine la question, est-ce que vous activerez la notification cancer? Est-ce qu'un jour, imaginez, vous roulez au bord de votre Twingo, vous dites, vous êtes sur votre GPS, bonjour Siri, je voudrais que tu trouves une boulangerie. Pas de problème Clément, je te trouve la voie d'une boulangerie, mais par contre j'ai mis sur ton agenda un rendez-vous avec un cancérologue parce que ta voix me paraît bizarre. Est-ce que finalement ces outils-là, on est prêt à les utiliser, et finalement c'est aussi la peur du diagnostic. Donc finalement, dans combien de temps ces IA seront prêtes? Ce que je vous ai montré là, sur les caméras et les voix, c'est quelque chose qui commence. 2 ans, 1 an, 2 ans, qu'on commence à voir les données de tout ça, et ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut? Finalement, c'est des datas. Alors les datas commencent à être de plus en plus récupérées, et il faut des supercalculateurs, des machines qui permettent de calculer, et donc aujourd'hui, c'est ça une des grosses limites, et ces supercalculateurs, ils permettent vraiment d'aller très vite, et l'année dernière, Google, octobre 2019, ça fait moins d'1 an, présentait ses ordinateurs quantiques qui permettent de faire des calculs de 1000 ans à 3 minutes et 20 secondes. Bon, on gagne, vous imaginez, calculer quelque chose en 1000 ans en 3 minutes et 20 secondes, c'est extraordinaire. On arrive sur des outils qui vont permettre aux IA, avec les outils deep learning, d'apprendre très vite. Et donc de développer ces technologies et de les rendre très fiables, très très fiables, peut-être plus qu'un médecin aujourd'hui. Bon, 10 millions d'euros, c'est quand même pas donné. Alors cette diapo-là, il y a peut-être quelques jours, je ne l'aurais pas agrémentée, elle m'a encore fait plus une information que j'ai eue de cette semaine, qui m'a fait réagir, et mes collègues aussi, c'est que la Chine a cassé complètement le game sur les ordinateurs quantiques, puisque fin janvier 2021, la société chinoise PinQ propose un ordinateur quantique, alors qui va moins vite, mais à 5 000 $. 5 000 $. Aujourd'hui, vous êtes une start-up, vous faites une petite analyse, vous récupérez des données, vous achetez ça pour 5 000 €, c'est pas le même investissement sur 10 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le traitement de vos données et de pouvoir sortir à la fin des profils, va être accessible à quasiment à toutes les sociétés qui font de la recherche et tous les laboratoires. Donc, finalement, 5-10 ans, peut-être pas, peut-être plus tôt. Pour conclure, ça fait déjà un moment que je parle, finalement, si on regarde un petit peu tout ce que je viens de vous dire, le smartphone fait partie de notre vie, et les applications avec les vrais objectifs médicaux, finalement, s'installent de plus en plus dans nos smartphones. Alors, le fait que nos téléphones peuvent nous mesurer, bien sûr, ils seront capables de nous diagnostiquer avec des IA, sans qu'il y ait nécessairement, finalement, d'actes invasifs, pas besoin de piqûres, de capteurs à l'intérieur, ou même
même plus besoin d'aller voir le médecin. Donc, bien sûr, vous avez besoin des fois de capteurs externes, comme la fréquence cardiaque ou le glucose sanguin, avec l'exemple que je vous ai montré pour le diabète. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le micro et la caméra suffisent. Alors, est-ce que ces outils-là resteront pour les médecins, ou à un moment, ces applications-là seront sur le marché? Et vous voyez qu'avec l'HAS, on est sur des notions de bonnes pratiques. On n'est pas encore sur des réglementations réelles. Donc, c'est un peu aussi les stratégies des entreprises de comment elles vont changer tout ça. Finalement, se dire que le smartphone sera dans tous les cas évidemment un incontournable dans le monde de la santé, qui sera sûrement un outil de dépistage intelligent et qui sauvera sûrement des vies. D'ailleurs, rien qu'en nous écoutant et en nous regardant. Maintenant, la question réelle, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on est plutôt pour ou contre qu'une IA scrute notre santé au quotidien? Ça, je dirais, seul le futur le sait. Voilà. J'espère que vous avez des questions. Je vous écoute. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Du coup, on a une question sur YouTube. Au moment où je vous en prie d'abord. Est-ce que vous ne trouvez pas ça paradoxal qu'un téléphone, qui est un objet nocif pour la santé, s'occupe de notre santé, justement? C'est paradoxal, mais ça va ensemble. Je veux dire, tout le monde sait aujourd'hui que le smartphone peut créer des addictions à plein de choses. Le comportement social est modifié. On parle des énergies qui peuvent créer des cancers, etc. Mais le fait qu'est, tout le monde a un smartphone. Et qu'aujourd'hui, dans les générations, alors peut-être chez les personnes âgées, il y a peut-être moins de smartphones, mais aujourd'hui, dans les générations actuelles, tout le monde a un smartphone. Donc de base, on en fait un outil qui est... dès que vous avez un objet comme ça qui peut mesurer les personnes et qu'en plus il est généralisé, vous avez une possibilité de collecter des données absolument incroyables. Et en plus derrière, ces données-là, après, vous apprenez des IA. Et elles vont devenir finalement ces IA, vos futurs peut-être médecins qui vont vous détecter vos maladies. Ça marche. Du coup, pour la deuxième question, il peut y avoir des problèmes sur le côté éthique par rapport à ces applis qui connaissent toute notre santé et qui pourraient vendre ces datas. C'est aujourd'hui les grandes questions, j'en ai pas trop parlé dans cette présentation, parce que bien entendu la donnée santé est au cœur de beaucoup d'enjeux qui sont économiques et politiques. Il y a des réglementations autour de ça. Quand j'avais montré le modèle de Curachir rapidement avec les serveurs, etc., tout ça est ultra sécurisé. Bien entendu, tout ça demande des vraies compétences. Pour information, hein, aujourd'hui en France, si vous êtes une entreprise qui va stocker des données santé, normalement, hein, vous devez avoir des serveurs accrédités comme quoi ils peuvent stocker des données santé. Ça, c'est la France. Vous allez en Russie, c'est autre chose. En Russie, vous avez une donnée santé, c'est pour le serveur russe. Donc ça, c'est en gros l'État russe qui possède toutes les données santé récupérées par toutes les sociétés russes. Donc, ce sont des vrais enjeux aujourd'hui qui sont discutés en Commission européenne et qui sont mis à jour. Il y a aujourd'hui, bien sûr, des garde-fous de tout ça. Mais aujourd'hui, vous communiquez vos informations de santé. Vous dites sur Facebook, je suis malade, c'est une information santé. Vous dites aujourd'hui, je suis fatigué depuis 15 jours, c'est une information santé, parce que vous allez associer ça à des activités, à plein de choses. Donc c'est aussi notre responsabilité, hein, des fois, de cocher les bonnes cases, de ne pas vouloir divulguer ou pas les données santé. Si du coup, ici, on a une main levée. Camille, si tu veux bien prendre la parole. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que ça inciterait pas les patients à un renoncement aux soins s'ils ont accès à autant d'informations médicales depuis leur téléphone? Alors, renoncer aux soins, peut-être pas, parce que justement, si tu as un système qui permet de te diagnostiquer, dans tous les cas, si tu as une maladie, il faut derrière te soigner. Plus se rendre chez des professionnels. Ah, voilà, ça c'est une autre chose. C'est des vraies questions aujourd'hui. J'en ai parlé l'année dernière, parce que j'avais fait aussi une conférence sur les IA et le diagnostic, mais plutôt axée sur le cancer du sein. Il y a des études de l'Université de Bordeaux qui ont montré que des patients étaient plus à l'aise face à un médecin virtuel avec un avatar et que
finalement, l'empathie d'un avatar était peut-être même meilleure qu'une rencontre avec un médecin. Alors ça fait poser des questions parce que nous avons tous aujourd'hui, au niveau culture, habitude d'avoir notre médecin généraliste, et puis après nous envoie chez notre spécialiste. C'est un fonctionnement de la santé en France depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Comme je vous l'ai dit, le smartphone va rentrer dans le game. Et qu'à un moment, tout ça, cette automatisation, fait que, évidemment, et je vous l'ai montré, les médecins, ils ont peur de ça. C'est vraiment anxiogène pour eux, de se dire, quelle est ma place là-dedans? Est-ce que je vais rentrer dans un mode où les médecins, les patients vont dire, mon smartphone l'a dit, et finalement, quelle va être la légitimité du médecin face à des IA qui ont montré, ça je ne vais pas le démontrer aujourd'hui, mais qui ont montré qu'ils pouvaient être plus efficaces que certains médecins dans le diagnostic. Ça répond à ta question, Camille? Oui, merci. Thibaut, t'as ta main levée, tu peux parler maintenant. Oui, bonjour, Thibaut Desmarais. Moi, du coup, j'avais une question. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce que vous avez expliqué, notamment pas mal de choses où je souhaiterais agir, notamment sur l'accessibilité, etc., de toutes ces technologies. Mais là, ma question, elle se porte en fait sur, au final, est-ce que toute cette transformation digitale, et vous avez en partie répondu à ma question, est-ce que ça amène pas en fait aux médecins généralistes l'avenir en fait à disparaître? Et est-ce que vous pensez que du coup, ce sera potentiellement bénéfique pour le futur, ou justement, on va se retrouver avec un problème au niveau de l'emploi, où en fait tout le secteur d'activité de la santé va devoir se transformer? Alors, c'est aujourd'hui les réflexions du monde professionnel de la santé qui veut quand même garder et à juste titre, la maîtrise de tout ça. Il faut qu'il y ait des médecins et des scientifiques qui soient derrière ça. Les applications, historiquement, en fait, les applications qui sont arrivées sur le marché dès que le smartphone a commencé à se généraliser, c'est vrai que ce sont des applications qui étaient plutôt très tournées marketing avec des trucs très légers, etc. Et donc, bien entendu, les médecins, les entreprises après derrière ont vu qu'elles devaient absolument, pour engager le monde de la santé, mettre des vrais médecins derrière. Aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus de médecins et de scientifiques qui sont derrière ces applications-là, quasiment, même des fois des créateurs. Ils ont des développeurs, et ce sont des médecins derrière. Donc, on commence à avoir de plus en plus d'exemples comme ça. Je prends l'exemple de Running Care, je vous ai montré au début, ce sont vraiment des experts qui sont derrière. Donc ça, c'est un premier point, c'est que ça, aujourd'hui, beaucoup le sentent, ce virage. D'autres sont résistantes. D'autres sont résistants parce que, bien entendu, vous dites à un médecin qui a été formé pendant 9 ans de dire à un moment, écoute, ton anamnèse, on rappelle l'anamnèse, c'est quand vous discutez avec votre médecin, quand vous diagnostiquez votre patient dans votre cabinet, votre téléphone est tout aussi efficace. Ça va demander, bien sûr, des vraies transformations psychologiques, finalement de préparer les médecins à ça. Je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts aujourd'hui. Dans la formation aussi, d'intégrer dans les médecins aujourd'hui ces outils-là, qui commencent tout juste à arriver sur le marché. Je veux dire, l'histoire du diabète, c'est 1 an qu'il est dispositif médical remboursé par la sécurité sociale. Et puis après, l'appétence ou pas au numérique. Et que bien entendu, là on va avoir des effets ricochets. Ça, je dirais, à part l'aspect anxiogène, je dirais il n'y a que le futur qui nous dira vraiment quelles vont être les pressions politiques, économiques et santé qui vont pousser à ça. Là on voit, Covid-19, les premières réactions c'est de créer une application pour gérer le Covid-19. Ok, merci. Pauline, la parole est à toi. Alors, moi j'ai une question, c'est quoi votre avis? Moi c'est la voix là qui m'interroge énormément. J'arrive pas à me dire comment c'est possible qu'on puisse, rien qu'avec notre voix, savoir si on est malade ou pas. Et est-ce que vous y croyez à ça ou pas? Moi c'est ma question, est-ce que vous y croyez? Alors, le truc de la voix, je ne vous ai pas montré les données, parce que sinon je pouvais parler pendant des heures. Je mettrai les liens des articles, de tout ça, qui expliquent. L'étude de la voix, c'est des choses qui ont commencé il y a bien longtemps, très très longtemps. Les premières études, c'était sur Parkinson. Ils demandaient aux malades de Parkinson de faire sur à peu près 5 secondes. Et déjà ça, ils voyaient qu'il y avait des différences. Et donc, à partir de là, il fallait des outils de mesure. Et donc, ils ont des outils aujourd'hui qui sont à des très grandes spécificités.
spécificités et sensibilités qui permettent de dire si vous êtes atteint ou pas de la maladie. Les maladies pulmonaires, c'est assez évident aussi, parce que eh bien, vous avez votre voix via votre capacité pulmonaire, votre inflammation peut modifier aussi, hein, je pense que vous avez tous eu un jour la voix modifiée parce que vous avez eu la crève, etc. Donc, là, on est sur des cas extrêmes. Mais aujourd'hui, on a des capteurs qui sont capables de voir différentes variations de timbre de voix. Et comment c'est parti tout ça? C'est de dire, bah, finalement, est-ce que le fait qu'il soit atteint de telle maladie ou pas, ça change la voix? Et puis après, que regarde les données, oui, au niveau statistique, il voit des différences. La compréhension physiologique derrière, finalement, des fois, on ne la connaît pas. Le lien entre le Parkinson et le fait que la voix change, aujourd'hui, c'est boîte noire. Mais aujourd'hui, on sait que la voix est modifiée par certaines pathologies. Et qu'aujourd'hui, nos détecteurs et nos intelligences et notre deep learning permettent de discriminer en nous écoutant. Voilà. Mais pour quelqu'un qui a le Covid, moi j'ai eu le Covid sans symptômes, on n'a pas de symptômes. Oui. Donc au final, comment il peut savoir si on a le Covid ou pas? Alors là, je dirais, ça, ils sont brevetés, hein, ce système-là. Il y a 2 boîtes aujourd'hui de start-up qui sont d'ailleurs. Alors, l'histoire en Israël est dingue. C'est que justement, la première boîte que je vous ai montrée, je peux monter dans le ici, la Vocalis Health, en fait, il y a une boîte d'Israël. Le ministre, alors je ne sais plus si c'est le ministre de la Santé ou quel responsable politique, a fait un appel aux gens asymptomatiques de donner leur voix pendant qu'ils étaient malades pour que justement ils gonflent les données. Et donc, avec déjà 1500, alors je crois que c'était 1500 dans mes souvenirs, bon bref, avec déjà quelques données, ils arrivaient à sortir des profils différents. Après, c'est pareil, c'est le lien entre qu'on soit asymptomatique, symptomatique et Covid-19, comprendre biologiquement ce qui se passe derrière, peu importe, peut-être qu'on comprendra plus tard. Mais oui, les analyses de voix montrent qu'il y a une différence entre asymptomatique et malade. Après, est-ce qu'aujourd'hui on a assez de données pour vraiment discriminer et trouver la parfaite fréquence qui fait qu'à un moment on dit Covid asymptomatique, Covid symptomatique, pas de Covid? Ils disent que ça vienne, hein, que c'est dans pas longtemps. D'accord, merci. Du coup, il nous reste une dernière main levée et je pense que ce sera la dernière question. Tu peux y aller. Donc j'ai une petite question. Je me demande si, à cause de ces applications, etc., il n'y aura pas d'autres maladies, par exemple la dépression, et vu qu'il n'y aura plus ce côté sociable de le médecin qui va rassurer le patient, qui va expliquer en profondeur ce qui se passe, et du coup ça peut poser d'autres problèmes au niveau santé mentale de la personne. Là on est sur une question finalement aussi importante qui est légitime de se poser finalement, c'est comment on doit aussi implémenter les smartphones au sein des parcours du patient. Ça, c'est des vraies questions de politique de santé, c'est-à-dire est-ce qu'on doit faire que le smartphone doit être partout et qu'il remplace le médecin? Aujourd'hui, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est au diagnostic, c'est-à-dire de mettre en évidence des dépressions chez les personnes. Après, l'accompagnement psychologique, etc., j'en ai pas parlé, mais il y a des applications qui existent de santé qui sont plus dans la notion d'échange, un des concepts que je vous ai donné, hein, d'échange, qui après avoir mesuré la dépression, on va créer une application d'échange qui permet d'accompagner quelqu'un qui est dans la dépression. C'est toujours pareil, c'est finalement votre affinité personnelle de se dire est-ce que je suis capable ou pas de parler à un médecin, et peut-être que pour ça, oui, les gens ont besoin de ça, et peut-être que d'autres justement qui peut-être soient réfractaires à discuter avec des psychothérapeutes ou un médecin généraliste, d'échanger sur son état dépressif, peut-être que justement il se sentira plus à l'aise avec ces outils numériques-là. Il y a un gros travail sur tout ce qu'il y a, j'en ai pas trop parlé parce qu'il y a plein de choses, sur finalement l'appétence et et finalement est-ce que les gens aujourd'hui sont plutôt contents de ces applications-là? La réponse pour l'instant est plutôt oui. Oui, le plutôt oui. C'est pas un grand oui, c'est un plutôt oui. Après, je veux dire, c'est là qu'il y a débat entre, finalement, individuellement, qu'est-ce que je préfère, être avec un médecin ou être avec un smartphone. D'accord, merci. On a une dernière question sur YouTube, est-ce qu'on a le temps de la poser, je pense? Oui, on a le temps. Une question d'espace, qu'est-ce qu'on fait si une appli se trompe? Alors,
Ça, c'est des vraies questions éthiques aujourd'hui. Et il y a plusieurs réponses à ça. L'application, la réflexion, en fait, elle s'est faite surtout sur cette histoire-là. Finalement, aujourd'hui, si je mets trop d'insuline, bah, je vais tuer mon patient. Si à un moment mes serveurs bug, c'est donc la responsabilité des serveurs portée par l'entreprise. Si c'est parce que le smartphone est défectueux et que le Bluetooth n'est plus activé, c'est peut-être un peu plus la responsabilité du patient. Si le téléphone n'est pas bien entretenu, qu'il tombe, vous allez aux toilettes, faites tomber dans les toilettes. Ou alors il pleut, voilà, vous êtes mouillé. C'est la faute du patient de ne plus avoir ce système de boucle entre le capteur, le téléphone et les serveurs et qui envoient l'information, oui ou non, on envoie un coup d'insuline. Ça peut être aussi le médecin qui n'a pas détecté assez bien finalement que le patient est apte à gérer ce genre d'outil. Parce que bien sûr, vous doutez bien que cet outil-là doit être le choix des patients, de dire à un moment il est apte ou pas à utiliser telle ou telle techno, est hyper important, et c'est un peu, c'est les études surtout qui ont permis, à la fin, qui ont dit, bah là, il faut que tel profil de patient, qu'il ait tel type de téléphone, etc., avec certaines conditions, des mises à jour, etc. Donc, vous voyez, il peut y avoir plusieurs points de responsabilité. Ça, c'est pas encore arrivé sur ce type-là. Je sais pas encore aujourd'hui, hein, je dirais après, ça, c'est les avocats qui prendront le débat, mais à mon avis, on restera toujours sur les mêmes réglementations avec des histoires qu'on fasse une prothèse de hanche fémorale et qu'il y a un retour parce que la prothèse a créé une maladie chez un patient, bah, c'est l'entreprise qui a fabriqué la prothèse, ou c'est le médecin qui a fait la chirurgie, ou c'est le patient qui a fait n'importe quoi et qui n'a pas obéi aux consignes d'application. Et donc ça, à la fin, c'est trouver la responsabilité. Et donc, aujourd'hui, il faut bien cadrer ces responsabilités-là. Voilà. Et bah, si personne d'autre n'a de questions, je pense qu'on a. C'est bon? Bah merci. Bah, du coup, on se retrouve dans 12 minutes à 14h30, prochaine conférence. Merci, à bientôt.